Pour cette précision, je vais me permettre de mettre le doigt où ça fait mal. Et puis, en même temps, on a justement le représentant des consommateurs qui est, enfin, entre guillemets, qui est là. Donc, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez réagir, tout en mettant le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire, le fait maison, est-ce que c'est forcément bon? C'est-à-dire, le goût du fait maison, on peut aussi en parler. Comme disait, quand Michel Troisgros disait, s'exclamait, avec évidemment un éclat de rire, mais le fait maison, ça peut aussi être dégueulasse. En disant je préfère 1000 fois moi faire ma sauce tomate en Italie pour avoir une bonne sauce tomate de quelqu'un qui sait faire une passata plutôt que de prendre des tomates de Hollande en hiver et faire moi-même ma sauce tomate. On en revient à cette question. Le fait maison a-t-il un goût? Et si oui, lequel? Alors je vais encore essayer de rebondir à contresens. Je pense que si le fait maison est pas bon, tant mieux. Parce que justement, c'est parce que le fait maison peut être mauvais que justement il peut aussi être excellent. Alors qu'un produit industriel va être constant. C'est-à-dire que vous aurez le même goût toute l'année, pendant 10 ans, vous aurez votre moelleux au chocolat qui aura toujours le même goût. Si ce moelleux au chocolat, il est fait par un restaurateur, un petit cuisinier, eh ben oui, un jour, il va pouvoir le rater. Alors, évidemment, lui, il peut se le permettre parce que c'est pas un 3 étoiles, mais je préfère finalement avoir la malchance de tomber sur ce plat qui, ce jour-là, sera peut-être un peu trop salé ou peut-être un peu moins salé, mais au moins, je sais que derrière, il y aura eu des mains, il y aurait des petites mains qui l'auront fabriqué eux-mêmes. Le fait main. Moi, je pense que je vais être un peu dur, mais les, les grandes surfaces qui font les pas faits maison, ça, ils vont être commodes si on n'arrive pas aux écoles à faire apprendre aux petits jeunes d'une façon différente de comment nous on a agrandi. Moi, quand j'étais jeune, je savais qu'est-ce que j'aimais ou de qu'est-ce que j'aimais pas. Mais à l'école, jamais ils ont montré un travail ensemble de médecins et cuisiniers. Pourquoi on ne peut pas faire des cuisines cerveau saludables et montrer aux petits jeunes qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est pas bon, avec quoi on fait la grosse massification de la cuisine. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut arranger les vrais problèmes. Faire montrer aux petits jeunes et faire la première génération qui va montrer à papa et à maman les bonnes choses pour la nourriture, pour agrandir d'une façon différente à ce comment nous on a grandi. Je ne sais pas m'expliquer en français bien, excusez-moi. Ah si, c'est très clair, merci. Et là, on va couper beaucoup de choses, parce qu'on dit « fais maison ». Si tu fais maison et tu n'as pas le temps pour le faire maison, tu es dans le bordel. Quand tu fais des sous pour les grandes surfaces, alors on finit par casser les cuisiniers normaux, qui n'ont pas 3 étoiles, ni 2, ni 1 étoile. Et moi je pense qu'il faut être beaucoup plus transparent, mais en commençant par les écoles. Travailler ensemble avec les médecins, les problèmes qu'il y a de grossir, des cœurs, des maladies qui sont là. Et c'est un gros problème parce que les petits, ils commencent par agrandir sans savoir rien du tout, même pas de la gastronomie, de la santé. À partir de quelque chose qu'on fait 3, 4 ou 5 fois, chaque individu qu'on est là. Moi, je voudrais dire qu'en fait, le fait maison devrait commencer à la maison, en famille. Hein, si les enfants avaient des parents qui cuisinent et s'ils apprenaient déjà un minimum de base à la maison, ça changerait la donne parce qu'au restaurant, ils seraient meilleurs juges. Donc déjà, dans les familles, il y a déjà aussi beaucoup de travail à faire. Effectivement, il y a cette problématique aussi, puisque là, on est en train de parler à la fois parce qu'il y a la cuisine de restaurant
c'est le sujet de notre table ronde. Il y a évidemment la question du fait maison à la maison qui va être évoquée pendant ces journées. Et puis, au centre de ça, quand on parle de l'école, il y a aussi la cantine. Donc évidemment, là, on n'a pas de représentants des cantines. Et je crois que voilà, la semaine du goût, mais simplement aussi comment on fait pour faire du fait maison dans des cuisines collectives. Il y a la restauration collective. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous faisiez aussi des enquêtes sur la cuisine collective, la restauration collective ou la restauration rapide dans votre label, les restaurants qui font manger. Alors en même temps, vous vouliez intervenir, donc on va faire. Je vous laisse prendre la parole et puis après, si vous pouvez aussi revenir là-dessus. Merci, M. Tortosa, de patienter. Non, hier soir, je suis allé me promener dans la gare, cette magnifique gare de Tours, et sur un kiosque, il y avait écrit « Bon, simple et frais ». Il marque ça. « Bon, simple et frais ». C'est une chaîne, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est vachement bien. Bon, simple et frais. Moi, ça me suffit comme slogan. Après, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Pour revenir au goût, le goût, Martine, c'est quand même la famille qui nous éduque au goût. Mes qualités organoleptiques, je les tiens de ma mère. Et pour preuve, le premier petit caillou dans l'engrenage d'un nouveau couple, le premier petit caillou après le mariage, c'est « tu ne fais pas ça comme ma mère ». Et ça commence à aller mal. Bien sûr que non, que la jeune mariée ne fait pas ça comme sa mère à lui, sinon ça serait sa sœur. Puisqu'évidemment, lui, comme elle, ont leur culture gustative familiale. Familiale. Moi, j'y tiens à cette racine-là. J'ai été éduqué au goût par mes parents, et principalement par ma mère. Bien. Donc, je pense qu'effectivement, il faut retrouver cette culture, parce qu'on ne l'a pas perdue, finalement. Je ne crois pas qu'on l'ait perdue. J'espère qu'on ne l'a pas perdue, sinon c'est la fin du monde. Mais je pense qu'il faut la retrouver à travers, peut-être, effectivement, des écoles, des informations, etc. Mais on l'a. Et on n'a pas la même, heureusement. Si je me promène dans toute la France et ailleurs, des bistrots de pays en Belgique, maintenant et en Italie, il est clair que le goût au nord de l'Italie, dans le Piémont, ne sera pas du tout le même que celui des Bretons. Et c'est normal. Donc il y a une éducation du goût à la fois familiale, mais aussi régionale. Je le pense sincèrement. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se conformer avec les choses qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il faut y aller plus loin et il faut, avec les nouvelles technologies, pourquoi pas, on peut faire apprendre à la maison, fait maison, par des cuisiniers, avec les technologies nouvelles. Pourquoi pas passer par la télévision, des cuisiniers qui font fait maison, bien expliqué pour qu'à la maison, on mange mieux et les jeunes, ils font fait maison à partir de la maison. Parce que le problème qu'on a en Espagne, c'est qu'à la maison, ils ne savaient pas cuisiner. Parce qu'on a des générations qui, avant les grands-mères, ils cuisinaient à la maison. Toute la journée, ils étaient à la maison. Mais maintenant, il y a plusieurs générations qui sont dehors. Mais pourquoi on arrête là? Il y a des générations qui n'ont pas cuisiné à la maison, qui ne savaient pas cuisiner, et ils ne font pas fait maison à la maison. Et moi, je pense qu'avec les nouvelles technologies, avec la télévision, on peut faire des choses simples, fait maison à la maison, pour que tout le monde apprenne, et il commence à faire fait maison à la maison. Alors, merci beaucoup pour cette intervention qui introduit une des tables rondes qui a lieu justement sur le fait maison vu à la télévision. Donc c'est parfait. Notre table ronde, de toute façon, c'est poser les problèmes. Après, on laisse aussi le travail aux autres pour les résoudre. Je voudrais vous donner la parole aussi, Monsieur Tortosa, parce que je pense que vous aviez pas mal de choses à dire sur ces questions. Oui, j'ai pas mal de. J'ai l'impression qu'on vit quand même dans une société totalement schizophrène. C'est-à-dire que je crois qu'on n'a jamais vu autant à la télé d'émissions de cuisine. On a l'impression quand on allume son poste que finalement tout le monde fait à manger toute la journée chez soi, alors que je crois que dernièrement, quand il est au supermarché, la cuisine industrielle a dépassé maintenant en termes de chiffre d'affaires, je crois, les produits frais. D'accord ? C'est-à-dire que finalement
est-ce que le restaurant, encore une fois, je mets de côté les restaurants d'excellence, est-ce que le restaurant n'est pas tout simplement aujourd'hui le reflet de cette société, c'est-à-dire que franchement une société dans laquelle on ne fait plus à manger et une grande partie des restaurants ne font plus non plus à manger, tout simplement. Et alors la cantine, évidemment, c'est encore pire, où là, je pense que c'est presque un crime contre l'humanité ce qu'on donne à nos enfants. Alors là, il y a pas mal de niveaux, puisque le premier niveau, ce serait de dire finalement, si on ne fait pas à manger chez soi, on peut aussi aller manger au restaurant. C'est-à-dire que les gens qui ne vont plus à manger peuvent éventuellement aller manger au restaurant. Et si au restaurant, évidemment, le problème se pose quand finalement ce qu'on mange au restaurant est la même chose que ce qu'on mangerait si on l'avait acheté au supermarché, sauf que c'est mis en scène dans l'assiette différemment et qu'on ne fait pas soi-même le service. Oui, mais en même temps, c'est pas le problème, parce que comme disait monsieur, c'est-à-dire que finalement, le problème, c'est que, je veux dire, lui... l'histoire du petit caillou, ça n'a pas le goût de maman. Mais finalement, si nous avons des générations qui sont élevées au plat industriel, ils vont être très heureux au restaurant parce que ça aura le même goût qu'à la maison. Ce sera aussi un plat industriel. Après, il y a quand même des limites dans ce qu'on est en train de dire, puisque là, on ne faut pas non plus qu'on aille dans la caricature et dans l'ornière, qui consiste à dire que les gens ne font pas la différence. C'est-à-dire que très clairement, si on leur... Il faut quand même se dire qu'a priori, face à deux types de plats, les gens, quand c'est vraiment bon, ils le savent et ils le ressentent. N'importe qui peut se rendre... Enfin, moi, je suis humaniste dans l'esprit, je pense vraiment qu'on fait la différence. C'est-à-dire que c'est pareil, les gens qui vont boire régulièrement de la piquette et qui vont s'en contenter, le jour où on leur sert un bon vin, ils font la différence. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à parfois acheter des vins différents et qu'il va leur manquer cette connaissance de comment on fait du vin pour passer le cap du vin un peu flatteur, etc. Mais bon, là, après, on va rentrer sur du subjectif, mais moi, je suis assez persuadée que les gens font la différence quand même. Et puis, c'est de leur proposer aussi. Ouais, moi, je rajouterais, quand on fait du maison dans un restaurant, il y a quand même quelqu'un qui apporte l'assiette, hein, que ce soit un maître d'hôtel ou que ce soit l'épouse du chef. Elle n'est pas là juste pour poser une assiette, elle peut engager une conversation, elle peut expliquer. Enfin, il y a aussi le rôle de la salle pour mettre en valeur le travail en cuisine, s'il y a eu travail ou non. Je crois que j'en profite un peu pour relancer un peu tous ces métiers de salle qu'on a un peu oubliés, puisque vous voyez, on ne parle que de cuisine encore. Et je crois que c'est un duo, la cuisine et la salle. Et la salle peut valoriser le travail de la cuisine. Et je ne vois pas en quoi on se gênerait pour expliquer que la femme dirait mon mari a fait ça ce matin avec des produits qui viennent de tel endroit, même si la salle est pleine, on n'a pas besoin de passer une demi-heure, mais il ne faut pas se gêner, il faut inciter à expliquer ce qu'on le donne au client. Et le client n'est pas bête, hein, il voit très bien si c'est réaliste ou si on vous ment. Et c'est là justement, si l'on vous ment, c'est là où il faudra faire quelque chose. Pareil, je ne sais pas comment ça va se faire. Bon, là, en ce moment, le gouvernement en France est en train d'essayer de mettre au point une législation de soi-disant fait maison. Bon, ce n'est pas très au point, c'est très flou. Les syndicats professionnels n'ont absolument pas été consultés. Et il faudrait... d'après ce que j'en ai entendu, mettre un petit logo à tous les produits, à tout ce qui est fait maison, etc. Alors, nos cartes de menu, elles vont être toutes siglées, quoi. Vous voyez, c'est un truc, c'est n'importe quoi. Mais en revanche, la répression des fraudes, elle vient vérifier les libellés sur nos cartes. Si on dit que c'est un vin de telle région, si tel produit vient de telle région, ils vérifient ça. Ensuite, il y a les contrôles d'hygiène. Mais on pourrait aussi instaurer des contrôles, comme ils sont sur place et qu'ils inspectent les cuisines de fond en comble, ils pourraient aussi vérifier si c'est vraiment uniquement fait à base de plats qui sortent de grandes usines, où tout est fait dans des grosses cuves, etc., et où il n'y a pas beaucoup de personnel, et où ces plats sortent pas cher, sont vendus au restaurateur pas très cher, et lui après fait la culbute, quoi. Je pense qu'il y a certainement une manière de mettre à part tous ceux qui ne font que de la réchauffe. Il va falloir trouver une solution, parce qu'on voit bien la limite entre le tout fait maison, le pas tout fait maison, etc., n'est quand même pas facile. Donc on n'aura jamais certainement une manière qui marchera à 100%, mais il va falloir un peu quand même surveiller les prix, puisque c'est quand même la répression des fraudes, de surveiller les coefficients de certains, tout simplement. Enfin, c'est ce qui me semble, dans un premier temps, le plus facile à faire. Parce que mettre des choses sur les cartes, nos cartes, elles vont avoir l'air de quoi?
Non, effectivement, merci pour cette intervention. Alors déjà, la salle, effectivement, elle est fondamentale dans ce rôle-là, et c'est aussi pour ça, peut-être qu'il faut corriger. Moi, tout à l'heure, je me disais fait main, ça marche aussi, mais finalement, fait main, c'est que la main du cuisinier, alors que fait maison, la salle fait partie de la maison, parce que la maison, c'est vraiment le lieu où on rentre, et donc c'est un territoire qui peut inclure plus facilement la salle que du fait main. Après, la problématique de la transparence, elle est fondamentale. On y revient avec toute la difficulté que ça pose. Effectivement, le fait maison, où placer le curseur? C'est un peu ce qu'on essaye de décider. On ne résoudra pas le problème ici, mais de poser. Après, je voulais simplement rebondir avec ce que m'avait dit aussi Michel Troisgros, c'était quel beau qualificatif le fait maison, pour mettre en lumière un savoir-faire, des gestes, etc. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt, pour le mieux le formuler, et pour mettre en valeur ces professionnels qui font tout pour bien faire par eux-mêmes, le fait maison, ce serait fait avec amour à la maison. Et on en revient à cette question de, voilà, fait maison, je reprends mon exemple de la machine à pain, mais je veux dire, fait maison, si ça veut juste dire que c'est fait sur place, parfois ce n'est pas un gage de qualité. Parfois il vaut mieux élargir ce territoire, quitte à faire son jambon à 700 km. Moi, je pense que même les mots, si je les traduis bien en espagnol, fait maison, il y a beaucoup de différences de fait maison. Fait maison, c'est quoi? C'est un 3 étoiles qui a une équipe, je ne sais pas combien de personnes, qui se laissent chacun de l'équipe la vie pour l'art de la gastronomie, et fait maison, et c'est quelqu'un qui a un respect par les produits. Mais il y a des gens en fait maison dans les grands restaurants et qui se laissent le respect, la modestie, le travail, et en plus il met le cœur, il se laisse la vie. Et tout se fait maison, peut-être les mots, c'est un peu, je ne sais pas, dans la même piscine, on a mis tout ce qui se laisse la vie pour marcher en moto très haut, et l'autre qui prend la moto pour y aller au travail. Je pense que dans les mêmes mots, on a mis tous dans les mêmes... Non, oui, effectivement, on comprend bien que dans ces rencontres François Rabelais, on ne soit pas là forcément pour faire la promotion de l'industrie agroalimentaire. Mais tout à l'heure, vous aviez l'air, Madame, vous osiez à peine dire subjectivité. Mais je crois qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de ce mot. On a parlé d'amour, de cœur, on est en pleine subjectivité. Cette expression qu'on a perdue, parce que quand on est devenu un peu adulte, on s'est dit on va pas le dire, mais j'aime ou j'aime pas, il ne faut quand même pas l'oublier quand on parle allez, je vais dire de gastronomie, mais même pas de gastronomie, quand on parle de table. Oui, mais de ce point de vue, vous-même, vous disiez tout à l'heure, il y a un goût breton, donc on voit bien que c'est pas subjectif. Moi, le mot subjectif, là où je voulais en venir, c'est que ça reste collectif. On est quand même sur des goûts qui sont culturels, et donc là, c'est plutôt un point de vue philosophique de dire, pour moi, la subjectivité, elle s'arrête pas à l'individu. C'est une subjectivité collective. C'est-à-dire qu'un goût, il est partagé par une communauté. Après, les frontières de cette communauté, elles vont être régionales, nationales, ou ça va être des aires culturelles, mais il n'y a pas un goût, moi toute seule, je vais exprimer un goût qui n'est pas que le mien, en fait, qui est celui que je partage avec d'autres personnes par mon histoire. Tout à fait, par vos racines, mais on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais ce que je trouve quand même formidable, c'est qu'on soit tous là pour en parler. Vous voyez, il y a 10 ans, la question ne se pose pas. Bon, c'est vrai qu'il y a cette dérive qui se fait entre des choses qui deviennent opaques, on ne sait plus qui fait quoi. On en parle dans la presse, des émissions en parlent, on est tous là. On commence à se réveiller, quoi. Et c'est déjà une bonne chose. Moi, je pense que ça va faire la différence de bouger un peu les cuisiniers qui vont être pas beaucoup en cuisine et faire des cartes courtes. Et pour moi, c'est impossible faire de quelque chose qui est déjà prêt. Et on ne peut pas comparer avec quelque chose qui est bien fait maison, mais les cartes courtes. Et qui s'amusent, des cuisiniers qui sont en cuisine, qui s'amusent en cuisine. C'est pas pareil. Une pomme qui vient de cuire maintenant, qu'une pomme qui vient dans un sac, même s'il est très bien. Mais une pomme qu'un cuisinier
il est content de se lever le matin pour cuisiner pour les clients, qui fait maison et qui fait, je ne sais pas comment on appelle, à la minute. Si ces cuisiniers, il essaye d'être mieux cuisinier demain qu'aujourd'hui, après-demain que demain, et les clients ils vont noter que dans des cartes courtes qui changent chaque 15 jours comme ça, ils vont s'amuser beaucoup plus les clients comme ça que les clients qui achètent tout prêt et qui réchauffent. Je pense que ça va nous faire bouger beaucoup. Mais il faut que ces problèmes qu'on voit là, ou ces problèmes où il faut penser les cuisiniers qui ne va pas passer le problème en prendre une chaise et en attendant. Il faut travailler beaucoup et après la législation, il faut comme il y a des inspections hygiéniques, pourquoi pas différentes divisions de faits maison. Je ne sais pas, pourquoi pas. Pourquoi il y a 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, et pourquoi pas il y a fait maison, pas fait maison, et qui chauffe. Sachant que ce n'est pas immédiatement la même hiérarchie, c'est-à-dire que les étoiles, là on est du point de vue du goût, d'une certaine... il y a aussi... mais quand c'est fait maison, c'est pareil. Quand c'est fait maison, aussi on va rentrer dans les goûts. Hein. Parce que si tu fais maison et tu es un bon professionnel et qui livre bien une carte que tu peux le faire avec un autre cuisinier, les deux seuls en cuisine, si tu es un bon professionnel, il va y avoir beaucoup de différences avec les cuisiniers qui réchauffent. Hein. Je suis complètement sûr. Hein. Mais simplement, ce que je voulais bien souligner par rapport à ce que vous dites qui est intéressant, c'est de se dire, ok, on pourrait dire fait maison, on a bien vu que c'était en même temps difficile à définir au niveau des frontières, mais bon, on dirait il y aurait du fait maison, il y aurait du un peu fait maison, il y aurait du pas fait maison du tout. Cette échelle-là, c'est pas non plus, elle sous-entend pas forcément une échelle de prix. Et c'est là que, par rapport aux étoiles, c'est différent. C'est-à-dire que du fait maison, 100% maison, ça peut aussi être, comme vous nous le disiez, à 10 €, et du pas fait maison, ça peut être beaucoup plus cher que du fait maison. Donc, c'est pas une échelle de prix, peut-être à la différence des étoiles qui sous-entendent quand même un standing, et il y a tout avec au niveau de la maison. Hein. Mais je veux dire, on voit bien que... Ou alors, on est complètement exclusif, et dans ces cas-là, on pose aussi la question de l'élitisme qu'il pourrait y avoir dans ce fait maison. C'est-à-dire, est-ce que c'est démocratique ou pas le fait maison? Est-ce que ça peut l'être? Moi, je pense qu'il y a un problème de professionnalisme. Si tu fais maison et tu équilibres bien une carte, il faut marquer la différence avec les pas fait maison. Mais il faut avoir des professionnels qui font bien fait maison. Parce que s'ils nous dérivent, s'ils nous cassent les travail, les pas fait maison, pour moi, c'est un problème de professionnalisme à nous. Parce que si on arrête de travailler pour notre métier, on va arriver que les pas fait maison, c'est mieux que les fait maison. Mais le problème, c'est celui qui fait maison qui ne les fait pas bien. Et ça arrive. Alors, je reprends mon petit exemple de la viennoiserie, qui est un cas limite, mais en même temps, ça pose la question des frontières du restaurant. Il y a la cuisine, mais alors, qu'est-ce qu'on propose de plus dans un restaurant, y compris quand c'est un hôtel-restaurant. Donc, on en revient aussi à ça. Par exemple, mettons un peu les pieds dans le plat. Du brie d'or haut de gamme en viennoiserie, ça va être, dans certains cas, ce qui va être proposé, y compris dans des grandes maisons, plutôt que de la viennoiserie fait maison, pour des problèmes de personnel, de place, de savoir-faire, de temps, d'organisation aussi. Et donc le fait maison, là c'est le goût qui est en question. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure des grandes usines, etc. Est-ce qu'on ne peut pas aussi sortir des choses qui sont bonnes là-dedans? J'en sais rien, je réponds pas. Hein, mais si on veut être un peu provoque, il faut aussi se poser la question de... est-ce qu'on peut vraiment tout faire maison Non, honnêtement, voilà. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on peut tout faire maison. C'est pas possible. Si vous faites mieux le fromage que les fromagers de nos belles régions de France, aujourd'hui, il y a des qui restaurants qui font leur beurre. ont des laits particuliers, des crus particuliers. Faut arrêter. Non, là, ça, on ne peut pas le dire, vraiment. Mais je prends un petit exemple que j'ai vécu il y a une vingtaine d'années, toujours dans
dans ma maison bourguignonne, nous faisions nos confitures nous-mêmes. Hein. C'est normal, on est à la campagne, on fait les confitures. Les confitures, les fruits sont mûrs l'été, donc il fallait faire les confitures l'été. Or, l'été, c'est là où il y avait le plus de monde. Donc, c'était la corvée en cuisine, de faire les confitures. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on fait faire ça au commis, etc. Bon, c'était comme ça. Et un jour, je vois mon mari discuter avec un monsieur qui lui fait goûter des confitures. Et je vois Bernard lui dire « C'est pas possible, c'est pas possible ». Et je voyais ce monsieur blêmir parce qu'il pensait que c'était pas bon. Et à la fin, Bernard lui disait « Mais toutes tes confitures sont bien meilleures que les nôtres. » Hein. Donc on a commencé à travailler avec ce monsieur au fin fond du Morvan. Je travaille toujours avec lui. D'ailleurs, un certain nombre de très très grands chefs travaillent avec lui. Je suis passée, il n'y a pas très longtemps, à 5 km de sa maison. Et je me suis dit, bon, je vais aller faire un petit coucou. Et puis je me suis dit, c'est quand même intéressant. C'est le fils maintenant qui fait ses confitures. Je vais quand même voir comme ça. Et je rentre dans son petit chalet en plein Morvan. Et je vois 2 dames devant des bassines en cuivre, pas plus grandes que cela, un thermomètre dedans, et toutes les 2 tournaient. Et elles tournaient, et elles tournaient. Ça m'a fait drôlement plaisir, parce que le fils qui continue après son père, il aurait pu choisir des solutions plus mécanisées, plus automatisées. Et je me dis, mais c'est là le secret d'un très bon produit, quand on continue à le faire dans les règles de l'art. Bon, maintenant, je commence à être un des derniers à travailler avec lui parce qu'il augmente régulièrement ses coûts, hein, parce que les matières premières, il utilise les meilleurs fruits, il y a du personnel. Je connais une grande marque parisienne qui ne veut plus travailler avec lui parce qu'il a augmenté ses prix. Donc, ça se paye aussi. Alors, on va peut-être donner la parole à la salle, sauf si quelqu'un... on va pouvoir continuer à échanger, mais